La pluie d'automne avait transformé le sol de la forêt en un bourbier de mort. Pendant 3 jours, le Gefreiter Hans Dietrich et sa compagnie d'infanterie décimée avaient été encerclés par les forces américaines qui progressaient à travers les bois denses. Ils n'avaient plus de munitions, plus de nourriture et presque plus d'espoir. Les tracts de propagande que les avions américains avaient largués quelques jours plus tôt gisaient détrempés dans la boue, promettant un traitement équitable selon la Convention de Genève. Hans avait ri amèrement en lisant l'un d'eux. « Des mensonges », avait craché son sergent. « Les Américains vont tous nous exécuter. Rappelez-vous ce que Goebbels nous a dit. Ce sont des sauvages qui mangent leurs propres blessés. » Avant de reprendre, « Dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. » Hans avait 24 ans. Il avait cru aux fureurs autrefois, avait marché avec fierté en 1939, convaincu que la cause de l'Allemagne était juste. Mais 4 années de guerre avaient dépouillé toute certitude comme l'écorce d'un arbre mort. Il avait vu des amis mourir en Russie, regardé des villes brûlées, ressenti le lent glissement du doute qu'il n'osait pas exprimer à voix haute. Maintenant, recroquevillé, dans un trou avec 3 autres soldats affamés, il faisait face à un choix qui n'en était pas vraiment un. Se battre jusqu'à la mort sans balles ou se rendre à un ennemi qu'on leur avait appris à craindre plus que la mort elle-même. La décision fut prise pour eux lorsqu'une patrouille américaine apparut à travers la brume matinale, fusil levé mais doigts hors des gâchettes. « Sortez !» cria une voix en allemand hésitant. « Les mains en l'air, vous êtes finis. » Camarade. Klaus, à peine 10 à 8 ans, dont les mains tremblaient de façon incontrôlable. Friedrich, un vétéran de Stalingrad qui avait cessé de parler depuis des semaines. Et Werner, qui portait encore son insigne des jeunesses hitlériennes malgré tout. Un par un, ils sortirent de leur trou, bras levés, s'attendant à des balles. Au lieu de cela, ils reçurent quelque chose qui les enterrait pour le reste de leur vie, de l'humanité. Le sergent américain, un homme aux larges épaules de l'Ohio nommé Sullivan, abaissa son arme et dit quelque chose à son traducteur. Les mots sortirent en allemand. « Quelqu'un est blessé, quelqu'un a besoin d'un médecin ?» Hans regarda avec confusion. Ce n'était pas le scénario qu'on lui avait donné. Où était la rage? Où était la vengeance? Les Américains les fouillèrent rapidement, efficacement, mais pas brutalement. Ils prirent leurs casques, ceintures et papiers d'identité, puis leur tendirent des gourdes d'eau. Klaus but si vite qu'il s'étouffa. Friedrich but lentement, des larmes coulant sur son visage. Bien que ce soit par soulagement ou par honte, Hans ne pouvait le dire. Werner refusa d'abord, détournant la tête avec une fierté défiante. Mais après 1 heure de marche à travers la forêt, même lui accepta la gourde avec des mains tremblantes. En marchant, Hans étudiait ses ravisseurs. Ils étaient jeunes, pour la plupart, pas si différents de lui-même. Certains mâchaient du chewing-gum, un luxe que Hans n'avait pas vu depuis des années. D'autres fumaient des cigarettes, la fumée s'élevant à travers les pignes comme des prières. Un soldat, remarquant que Hans boitait, lui offrit une épaule pour s'appuyer. « Je peux marcher », dit Hans en anglais, la seule phrase qu'il connaissait. L'Américain haussa les épaules et marcha à côté de lui de toute façon, juste au cas où. À midi, ils atteignèrent un point de rassemblement où des dizaines d'autres prisonniers allemands étaient assis en rangée, gardés par une poignée de policiers militaires. Hans s'attendait à une cage de prisonniers, du fil barbelé, être des coups. Au lieu de cela, il y avait des tentes, des cuisines de campagne, et l'odeur indubitable de nourriture en train de cuire. Son estomac se tordit d'une faim si violente qu'elle faisait mal. Une travailleuse de la Croix-Rouge, une femme âgée aux yeux bienveillants, s'approcha avec un presse-papier. Elle parlait allemand couramment. « Nom et grade ?» demanda-t-elle. Hans donna ses informations, attendant toujours que le piège se referme. « Des blessures? Des maladies ?» Il secoua la tête sans un mot. Elle nota quelque chose et passa à Klaus, qui pleurait à nouveau. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, les prisonniers furent nourris.
Pas de reste, pas de pain moisi, mais de vraies rations. De la soupe avec de la viande, des crackers, même des fruits en conserve. Hans mangea lentement, savourant chaque bouchée, incapable de concilier cette réalité avec tout ce qu'on lui avait appris. Autour de lui, d'autres prisonniers chuchotaient avec incrédulité. « Ils nous engraissent avant l'exécution, dit l'un. « C'est de la propagande, insista un autre. Ils vont nous exposer, puis nous fusiller. » Mais alors que la nuit tombait et qu'on leur donnait des couvertures, de vraies couvertures en laine, pas des haillons, et qu'on les laissait dormir sans chaîne, le doute commença à s'infiltrer dans leur certitude. Hans resta éveillé, fixant le toit de toile de la tente, écoutant les douces voix américaines des gardes à l'extérieur. Ils riaient de quelque chose, leur conversation ponctuée par le claquement d'un briquet et le crépitement du tabac. L'un d'eux chantait doucement. Une chanson que Hans ne reconnaissait pas mais qu'il trouvait étrangement réconfortante. Quel genre d'ennemi chante en gardant des prisonniers? Quel genre de sauvages vous nourrissent de steak avant de vous tuer? Les questions tournaient dans son esprit comme des corbeaux. À côté de lui, Werner parla finalement, sa voix à peine un murmure. « Ils sont différents de ce qu'on nous a dit. » Hans ne répondit pas, mais il pensa. « Tout est différent de ce qu'on nous a dit. » Et quelque part au fond de sa poitrine, sous la peur et l'épuisement, une petite graine dangereuse d'espoir commença à prendre racine. Demain, ils seraient chargés dans des camions et emmenés dans un centre de traitement. De là, ils embarqueraient sur des navires à destination de l'Amérique, un pays que Hans avait appris à haïr, un endroit que Goebbels appelait le cœur du capitalisme juif et de la décadence morale. Mais alors qu'ils sombraient dans un sommeil agité, Hans ne pouvait s'empêcher de se demander si la cruauté de l'ennemi était un mensonge, qu'est-ce qui d'autre avait été un mensonge? Qu'est-ce qui était sur le point de se briser au moment où il mettrait le pied sur le sol américain? Il le découvrirait bientôt, et cela changerait tout. Le navire Liberty fendait les vagues grises sous un ciel chargé de nuages. Sous le pont, dans la cale de chargement convertie, des centaines de prisonniers allemands étaient assis sur des couchettes superposées, l'air épais de l'odeur d'hommes non lavés, de fumée de diesel et d'incertitude. Hans Dietrich était assis près d'un hublot à peine plus grand que son poing, regardant la mer sans fin défiler. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa capture, 3 semaines à être traité, photographié, pris en empreinte digitale et étiqueté comme du bétail. Pourtant, personne ne l'avait battu. Personne ne l'avait affamé. Au lieu de cela, il avait reçu des vêtements propres marqués PW, en grandes lettres noires, une brosse à dents, du savon et 3 repas par jour. La nourriture à elle seule était stupéfiante. Le 2e jour à bord du navire, ils avaient été servis d'œufs brouillés, de pain grillé et de café, du vrai café, pas ce déchet ersatz, fait de glands que la Wehrmacht buvait depuis 1942. Klaus avait pleuré à nouveau, cette fois du simple choc de goûter du beurre. Friedrich, le vétéran de Stalingrad qui parlait rarement, avait murmuré « C'est plus que ce que nous avons donné à nos propres soldats à Koursk. » Les gardes américains étaient une race étrange. Ils étaient fermes, mais pas cruels. Maintenant la discipline sans brutalité. Ils plaisantaient entre eux, jouaient aux cartes pendant leur tour de garde et offraient occasionnellement des cigarettes aux prisonniers qui demandaient poliment. Un jeune policier militaire de Brooklyn, nommé Kopinski, montra même à Hans une photographie de sa famille. Une femme souriante et 2 petits-enfants debout devant une maison blanche avec un Porsche. « C'est pour ça que je me bats », dit Kopinski, en allemand hésitant appris d'un guide de conversation. « Pas pour vous détruire, pour rentrer chez eux. » Hans fixa la photo, essayant de concilier cet homme ordinaire avec l'image du soldat américain assoiffé de sang qu'il avait été conditionné à craindre. Cela ne correspondait pas. Rien ne correspondait. Le 5e jour en mer, une alarme sous-marine retentit dans le navire. Les prisonniers reçurent l'ordre de rester en bas, pendant que l'équipage se précipitait au poste de combat. Pendant 2 heures, le navire zigzagoua dans l'eau, des charges de profondeur explosant au loin comme un tonnerre sous-marin. Hans était assis dans l'obscurité, entouré de centaines d'hommes terrifiés, et réalisa quelque chose de profond. Les Américains les protégeaient. Si une torpille de sous-marin frappait, les gardes auraient pu verrouiller la cale et se sauver eux-mêmes.
Au lieu de cela, plusieurs policiers militaires restèrent en bas, assurant qu'il n'y ait pas de panique, prêts à ouvrir les écoutilles si le navire commençait à couler. Quand le signal de fin d'alerte retentit finalement, les prisonniers expirèrent collectivement. Werner, qui s'accrochait encore à des fragments de l'idéologie nazie, marmonna amèrement. « Ils nous protègent parce que nous sommes une propagande précieuse. » Mais Hans n'en était plus si sûr. La nuit, quand les moteurs du navire ronronnaient à travers la coque comme un battement de cœur géant, les Allemands parlaient. Certains étaient tamés, s'accrochant à la croyance que l'Allemagne gagnerait encore, que des armes miraculeuses renverseraient la situation, que le Führer avait un plan maître, mais d'autres, surtout les vétérans plus âgés, parlaient plus prudemment, leurs mots teintés d'une réalisation qu'ils ne pouvaient pas encore pleinement articuler. « J'ai combattu en Pologne », dit tranquillement un Obergefreite. « On nous a dit que les Polonais étaient sous-humains, mais je les ai vus mourir en défendant leur maison avec rien d'autre que des fusils et du courage. Ils n'étaient pas sous-humains. Ils étaient justes. Des gens. » Un autre homme, un ancien chef des jeunesses hitlériennes devenu mitrailleur, admit « On nous a dit que les Britanniques s'effondreraient après un bon coup. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant les Américains. Ils ont tout. Nourriture, carburant, avions, navires. Nous avons mangé du pain de sciure et sommes morts de gelure pendant qu'ils boivent du Coca-Cola. Comment avons-nous pensé pouvoir gagner ?» Hans écoutait mais disait peu. Son esprit était déjà ailleurs, traversant l'océan devant eux vers la terre inconnue où il passerait le reste de la guerre. L'Amérique. Le mot lui-même avait été militarisé par la propagande, un symbole de décadence, de faiblesse, de contrôle juif et de race métisse. Pourtant, les hommes qui le gardaient étaient disciplinés, forts et confiants. Ils avaient des cimetières pleins de leurs morts, tout comme l'Allemagne. Mais ils ne semblaient pas consumés par la haine, ils semblaient fatigués et déterminés, et étrangement, presque incompréhensiblement, justes. Le 8e jour, ils furent autorisés sur le pont par équipe pour prendre l'air frais et faire de l'exercice. Hans se tenait à la rambarde, le vent froid de l'Atlantique mordant son visage, et vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Au loin, un autre navire Liberty naviguait parallèlement au leur, et derrière lui, un autre et un autre, un convoi s'étendant jusqu'à l'horizon. Chaque navire était hérissé de canons antiaériens. Chacun arborait le drapeau américain, et chacun transportait des fournitures, des troupes ou des prisonniers dans un flux sans fin à travers l'océan. « Combien de navires ont-ils » murmura Klaus à côté de lui. Hans secoua lentement la tête. « Plus que nous ne pouvons compter, plus que nous n'avons jamais imaginé. » Un marin qui passait les entendit et sourit. « Nous en construisons un de ceux-ci toutes les 2 semaines, mon pote, » dit-il en anglais. Le traducteur le répéta en allemand. Klaus devint pâle. Friedrich ferma les yeux. Même Werner n'eut aucune réponse. Cette nuit-là, alors que le navire laborait vers l'est, Hans était allongé dans sa couchette et pensait à la maison, sa mère à Münster, sa jeune sœur Greta, ses élèves qui avaient été enrôlés avant de pouvoir obtenir leur diplôme. Que resterait-il d'eux? Que resterait-il de l'Allemagne? La propagande avait promis la victoire totale ou l'annihilation héroïque. Mais allongé ici, le ventre plein et sans avoir été battu, Hans réalisa qu'il y avait une 3e option. La survie, une survie humiliante, désorientante, honteuse, et peut être, éventuellement, quelque chose au-delà de cela, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il pouvait sentir s'approcher à chaque mille nautique. Les Américains n'étaient pas des monstres. C'était clair. Mais s'ils n'étaient pas des monstres, alors qu'est-ce que cela faisait de l'Allemagne? Qu'est-ce que cela faisait de lui? C'étaient des pensées dangereuses. Le genre qui pouvait faire fusiller un homme par son propre camp. Mais ici, dans le ventre d'un navire américain, à des milliers de kilomètres du Troisième Reich, Hans se permit finalement de les penser. Le voyage vers l'Amérique prit 14 jours. Quand la terre fut finalement aperçue, une tache grise à l'horizon qui deviendrait le port de New York, les prisonniers se pressèrent aux hublots et aux rambardes, silencieux et stupéfaits. À travers la brume matinale, la ligne d'horizon émergeait.
des tours d'acier et de verre s'élevant incroyablement haut, éclipsant tout ce que Hans avait jamais vu. La statue de la liberté se dressait dans le port, sa torche levée, son visage tourné vers les navires entrants. Un prisonnier, un fermier de Bavière, se signa et murmura « Mein Gott, c'est ça que nous combattions ?» Hans ne dit rien, mais il pensa « Non, c'est ce à propos de quoi on nous a menti. » Et alors que le navire glissait dans le port, moteur grondant, Hans Dietrich se prépara pour la prochaine phase de sa transformation, de soldat ennemi à prisonnier à quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui commençait par une seule vérité impossible. En Amérique, même l'ennemi était traité comme un être humain. Le trajet en train de New York au Mississippi prit 3 jours, traversant un paysage que Hans Dietrich pouvait à peine croire. Des forêts sans fin, des terres agricoles vallonnées, de petites villes avec des clochers d'église et des magasins généraux, des enfants faisant des signes depuis les quais de gare, des vieillards en salopette, regardant les trains de prisonniers de guerre passer avec curiosité, pas de haine. L'Amérique, réalisait, il n'avait pas été touché par la guerre, pas comme l'Europe. Ici, pas de villageais brûlés, pas d'orphelins fouillant les décombres. La guerre était un concept abstrait, quelque chose qui se passait là, bas, alors qu'ici, la vie continuait simplement. Quand le train s'arrêta finalement à Camp Shelby, les prisonniers furent conduits sur des routes de terre bordées de baraquements en bois et de miradors. Des clôtures de fils barbelés s'étendaient à travers les forêts de pins, mais le camp lui-même était ordonné, presque banal. Un panneau en allemand et en anglais indiquait « Vous êtes prisonniers de guerre sous la protection de la Convention de Genève. Obéissez aux ordres. Le respect sera mutuel. » Cette dernière phrase prit Hans au dépourvu. Le respect mutuel, des ravisseurs aux captifs. C'était un concept si étranger à l'idéologie nazie dans laquelle il avait grandi qu'il semblait presque subversif. La première nuit, ils reçurent de la literie, des articles de toilette et des uniformes propres. Puis vint le dîner aux messes. Un vaste bâtiment en bois qui sentait le café, les pommes de terre frites, et quelque chose d'indubitablement carnivore. Hans s'assit avec Klaus et Friedrich à une longue table, plateau en main, regardant en silence stupéfait alors que les cuisiniers américains versaient de la nourriture dans leurs assiettes. Des côtelettes de porc, de la purée de pommes de terre avec de la sauce, des haricots verts, du pain blanc avec du beurre, et un petit carré de gâteau au chocolat pour le dessert. Klaus fixait son plateau comme s'il s'agissait d'une hallucination. « Ça, c'est pour nous ?» murmura-t-il. Le cuisinier, un homme noir jovial de l'Alabama nommé Caporal Washington, sourit. « Mangez, fiston. Personne ne meurt de faim sous ma surveillance. » Friedrich prit sa fourchette lentement, presque avec révérence, et prit une bouchée. Ses yeux se fermèrent. Pendant un moment, Hans pensa qu'il pourrait pleurer. Au lieu de cela, Friedrich murmura simplement « J'avais oublié à quoi ressemblait la vraie nourriture. » Autour d'eux, des centaines de prisonniers allemands mangeaient dans un silence presque total, les seuls sons étant le tintement des fourchettes et le murmure occasionnel d'incrédulité. Certains hommes mangeaient lentement, savourant chaque bouchée. D'autres dévoraient leur repas comme des loups. Des années de faim submergent la prudence. Cette nuit-là, allongé dans sa couchette dans le baraquement silencieux, Hans entendit Klaus murmurer du lit en dessous. « Hans, penses-tu qu'ils vont continuer à nous nourrir comme ça ?» Hans ne répondit pas immédiatement. Puis, doucement, « Je ne sais pas. Mais si c'est comme ça qu'ils traitent les ennemis, je ne peux pas imaginer ce qu'ils font pour les amis. » Les jours tombèrent dans la routine. Appel du matin, petit déjeuner, affectations de travail, déjeuner, activité de l'après-midi, dîner, extinction des feux. Le travail n'était pas épuisant. Entretenir les jardins du camp, réparer les routes, charger des fournitures. Pour chaque jour travaillé, les prisonniers recevaient de l'argent scripturaire qu'ils pouvaient dépenser à la cantine du camp, une petite boutique remplie de cigarettes, d'articles de toilette, de soda et de barres de bonbons. La première fois que Hans tint une bouteille de Coca-Cola, il l'étudia comme un artefact d'une autre civilisation. Le verre courbé, l'étiquette rouge, la brûlure sucrée et pétillante
quand il prit finalement une gorgée. C'était tout ce contre quoi la propagande avait mis en garde. Frivole, décadent, américain. Et c'était délicieux, mais le plus grand choc ne vint pas de la nourriture ou de la boisson, mais de la culture. Les samedis soirs, les Américains installaient un projecteur de films dans le mess et projetaient des films pour les prisonniers, des westerns, des comédies musicales, même des actualités montrant les progrès de la guerre. Avec fascination, alors que des images scintillaient sur le drap blanc. Des usines américaines produisant des chars à une vitesse impossible, des femmes travaillant sur des chaînes de montage, des enfants collectant de la ferraille pour l'effort de guerre. Et puis vinrent des images qu'ils souhaitaient ne pas avoir vues. Des bombardiers alliés au-dessus de l'Allemagne, des villes réduites en décombres, des réfugiés fuyant dans la neige, et finalement, la libération des camps de concentration. L'écran montrait des prisonniers squelettiques, en uniforme rayé, des fosses communes, et les yeux creux des survivants. La voix du narrateur américain était calme mais accablante. Voici ce que le Reich a construit. Voici ce pourquoi nous nous battons pour mettre fin. Le mess était silencieux. Certains prisonniers détournèrent le regard. D'autres pleurèrent tranquillement. Werner, l'ancien membre des jeunesses hitlériennes, était assis figé, son visage vidé de couleur. Hans sentit quelque chose se briser en lui, pas soudainement, mais comme de la glace qui se fissure sous le poids. Il savait qu'il y avait des camps, tout le monde le savait, mais ça, c'était au-delà de toute compréhension. Après le film, personne ne parla. Les prisonniers retournèrent à leurs baraquements en silence. Cette nuit-là, Hans ne put dormir. Il continuait de voir ces visages, ces corps, ces yeux qui avaient vu l'enfer et survécu. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, un aumônier américain visita le camp. C'était un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à la voix calme et mesurée. Il parlait allemand couramment et s'adressa directement aux prisonniers. « Certains d'entre vous ont vu des images difficiles hier soir, dit-il. Certains d'entre vous ne voudront peut-être pas y croire. Mais elles sont vraies. La question maintenant n'est pas ce qu'était l'Allemagne, mais ce qu'elle deviendra. Et vous, chacun d'entre vous, aiderez à décider cela. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme un défi. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea à Camp Shelby. Les nazis purs et durs, qui dominaient autrefois par l'intimidation, commencèrent à perdre leur emprise. Les prisonniers commencèrent à remettre ouvertement en question l'idéologie dans laquelle ils avaient été élevés. Pourquoi leur avait-on dit que les Américains étaient barbares alors qu'ils étaient traités avec plus de dignité ici que dans leur propre armée? Pourquoi leur avait-on promis la victoire alors qu'il était clair que l'Allemagne était écrasée? Un soir, Hans et Friedrich étaient assis sous un pin, regardant le soleil se coucher sur la forêt du Mississippi. Friedrich, qui avait survécu à Stalingrad et en parlait rarement, brisa finalement son silence. « Tu sais ce dont je me souviens le plus de la Russie, » dit-il tranquillement. « Pas les combats, pas le froid. C'étaient les ordres. Brûlez les villages. Ne faites pas de prisonniers. Ne montrez aucune pitié. On nous a dit que c'était nécessaire, que les Slaves étaient sous-humains, que nous construisions un nouveau monde. » Il fit une pause, sa voix se brisant. « J'ai tué des gens, Hans, pas des soldats, des civils. J'ai suivi les ordres parce que je croyais que nous avions raison. Mais j'avais tort. Nous avions tous tort. » Hans ne répondit pas immédiatement. Puis, doucement, « Que faisons-nous avec ça maintenant ?» Friedrich le regarda avec des yeux fatigués et hantés. « Nous nous souvenons, nous le portons, et nous nous assurons que cela ne se reproduise jamais. » Alors que l'hiver se transformait en printemps, Camp Shelby devint plus qu'une prison. Il devint une étrange sorte d'école. Les prisonniers organisèrent des cours, mathématiques, littérature, ingénierie, même philosophie. Les Américains l'encourageaient, fournissant des livres, du papier et des salles tranquilles pour étudier. Hans, l'instituteur, se retrouva à enseigner à nouveau, cette fois aidant les jeunes prisonniers à apprendre l'anglais et l'algèbre de base. Un jour, un officier américain nommé capitaine Morrison visita sa classe. Il observa pendant un moment, puis s'approcha de Hans après la leçon. « Vous êtes un bon professeur, » dit Morrison en allemand. « Que ferez-vous après la guerre ?»
Hans hésita. Je ne sais pas s'il y aura une Allemagne à laquelle retourner. Morrison considéra cela. Il y en aura une, mais elle aura besoin de gens comme vous, des gens qui peuvent penser, enseigner et reconstruire sans haine. Il tendit à Hans un livre, The Federalist Papers, traduit en allemand. Lisez ceci. Comprenez comment fonctionne une démocratie. Puis rentrez chez vous et aidez à en construire une. Hans fixa le livre, son poids semblant d'une certaine manière plus lourd que ses pages. Cette nuit-là, il commença à lire à la lueur d'une bougie, et pour la première fois depuis sa capture, il ressentit quelque chose d'autre que la honte ou la confusion. Il ressentit un but. Dehors, les gardes américains changeaient d'équipe. Quelque part au loin, une radio jouait Glenn Miller. Et dans un camp au Mississippi, loin des ruines du Troisième Reich, le processus lent et douloureux de transformation continuait, un repas, une conversation, un acte de gentillesse inattendu à la fois. Le soleil printanier était chaud sur le visage de Hans Dietrich, alors qu'il se tenait dans le jardin potager, binant des rangées de jeunes plants de tomates. Autour de lui, 2 douzaines d'autres prisonniers allemands travaillaient en silence, leurs mouvements lents et méthodiques. Le travail était paisible, presque méditatif, un contraste frappant avec le chaos de la guerre. Mais sous la surface calme, une tempête se préparait. La nouvelle s'était répandue dans le camp comme un feu de forêt. Berlin était encerclée. La Wehrmacht s'effondrait. Le Führer se plaisait et caché apparemment dans un bunker sous la capitale en ruine. Pendant des mois, les nazis purs et durs du camp avaient insisté sur le fait que l'Allemagne renverserait la situation avec des armes secrètes, avec une résistance fanatique, avec un miracle. Maintenant, même eux s'étaient tus. Ce soir-là, pendant le dîner, les haut-parleurs du camp grésillèrent. Une annonce vint d'abord en anglais, puis en allemand. L'Allemagne s'est rendue sans condition. La guerre en Europe est terminée. En vigueur immédiatement, les hostilités ont cessé. Le mess se figea. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Les conversations moururent. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis, lentement, la réalité s'installa sur eux comme de la cendre. Certains hommes baissèrent la tête. D'autres fixèrent vaguement leur plateau. Klaus commença à pleurer doucement, ses épaules tremblant. Friedrich ferma simplement les yeux et murmura quelque chose que Hans ne put entendre. Werner, l'ancien membre des jeunesses hitlériennes, se leva brusquement et sortit, ses poings serrés. Hans resta immobile, son esprit luttant pour traiter ce que cela signifiait. La guerre était finie. Ils avaient perdu. Toutes. Chaque bataille, chaque sacrifice, chaque ami laissé mort dans la neige ou le sable avait été pour rien. Pire que rien, qu'avait été pour une cause si maléfique que le monde s'en souviendrait comme d'une mise en garde pour les générations. Cette nuit-là, peu de prisonniers dormirent. Certains arpentèrent les baraquements, d'autres s'assirent dehors, fixant les étoiles. Quelques-uns se rassemblèrent en groupes silencieux, parlant à voix basse de ce qui viendrait ensuite. Hans trouva Friedrich assis seul près de la clôture, fixant les bois sombres au-delà. « À quoi penses-tu » demanda Hans. Friedrich ne le regarda pas. « Je pense à tous les hommes que j'ai tués, tous les villages que j'ai brûlés. Je pense au fait que tout cela était pour rien. Non, pas pour rien, pour le mal. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas rentrer chez moi, Hans. Comment puis-je regarder ma mère dans les yeux et lui dire ce que j'ai fait? Comment puis-je vivre dans un pays construit sur les os de millions de personnes ?» Hans n'avait pas de réponse, parce qu'il se posait les mêmes questions. Dans les jours suivants, les Américains apportèrent plus d'actualité. Des images de la chute de Berlin, de la capture des dirigeants nazis, et plus horrifiant encore, l'étendue complète des camps de concentration. Les images étaient pires que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. L'ampleur pure de l'atrocité était incompréhensible. Des millions de morts, des communautés entières effacées, des enfants, des femmes, des personnes âgées, assassinés systématiquement, industriellement, efficacement. Certains prisonniers refusèrent de regarder.
D'autres regardèrent en silence, leurs visages cendreux. Werner regarda, puis vomit à l'extérieur du mess. Quand il revint, ses yeux étaient différents, creux, brisés. « Nous avons fait ça, murmura-t-il à personne en particulier. Nous avons laissé faire ça. Hans s'approcha de lui prudemment. Nous ne savions pas. Werner rit amèrement. Ne le savions-nous pas? Nous savions qu'il y avait des camps. Nous savions que des gens disparaissaient. Nous avons choisi de ne pas poser de questions. Nous avons choisi de croire les mensonges parce que c'était plus facile. Nous sommes coupables, Hans, tous. Hans voulait argumenter, mais il ne pouvait pas, parce que Werner avait raison. La semaine suivante, les officiers américains organisèrent des groupes de discussion, des sessions volontaires où les prisonniers pouvaient parler de ce qu'ils avaient vu et de ce que cela signifiait. Un psychologue de l'armée américaine, un homme germanophone juif nommé Dr. Samuel Klein, dirigea plusieurs de ces sessions. Sa famille avait fui Berlin en 1937. Il avait perdu des cousins, des tantes, des oncles dans les camps. Pourtant, il parlait aux prisonniers non pas avec rage, mais avec une honnêteté tranquille et dévastatrice. « On vous a menti », dit le docteur Klein lors d'une session, « mais à un moment donné, vous avez choisi de croire les mensonges. C'est le fardeau que vous porterez pour le reste de vos vies. La question est, qu'allez-vous en faire ?» Hans assista à chaque session. Il écouta alors que d'autres prisonniers confessaient leurs doutes, leur culpabilité, leur honte. Il entendit des histoires d'hommes qui avaient refusé des ordres et avaient été exécutés. Il entendit des histoires d'hommes qui avaient suivi des ordres et souhaitaient avoir été exécutés à la place. Un soir, un prisonnier nommé Otto, un ancien officier SS, se leva et parla pour la première fois. « Je croyais, dit-il, sa voix tremblante. Je croyais que nous étions supérieurs. Je croyais que nous purifions le monde. Je croyais que le Führer était infaillible. Et maintenant je vois que tout ce en quoi je croyais était un mensonge construit sur la haine et la mort. Je ne sais pas comment vivre avec ça. » La salle était silencieuse. Le docteur Klein hocha lentement la tête. « Vous vivez avec, en ne l'oubliant jamais. Vous vivez avec en vous assurant que cela ne se reproduise jamais. Vous vivez avec en devenant quelque chose de différent de ce que vous étiez. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Hans pendant des jours. Alors que le printemps se transformait en été, le camp commença à changer. La clôture était toujours là, les gardes surveillaient toujours, mais l'atmosphère changea. Les prisonniers organisèrent plus de cours, plus de discussions. Ils lurent des livres sur la démocratie, sur l'éthique, sur la reconstruction. Certains commencèrent à planifier l'avenir. Ce qu'ils feraient quand ils retourneraient finalement en Allemagne. Hans décida qu'il enseignerait à nouveau, mais pas de la manière dont il avait été enseigné. Pas avec la propagande et l'obéissance aveugle. Il enseignerait à ses élèves à questionner, à penser de manière critique, à ne jamais suivre aveuglément un leader à nouveau. Un après-midi, le capitaine Morrison s'approcha de Hans avec des nouvelles. « Vous êtes transféré, dit-il, dans un camp au Texas. Ils ont besoin de prisonniers germanophones pour travailler avec les fermiers locaux. C'est volontaire. » Hans accepta immédiatement. N'importe quoi pour continuer à avancer, pour s'éloigner de la paralysie de la culpabilité. Avant de partir, Friedrich le trouva. Les deux hommes se tinrent près de la clôture une dernière fois. « Vas-tu rentrer chez toi ?» demanda Hans. Friedrich hocha lentement la tête. « Finalement, mais pas comme l'homme qui est parti. Je rentrerai chez moi comme quelqu'un qui comprend ce que nous avons permis. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que mes enfants ne fassent jamais les mêmes erreurs. » Ils se serrèrent la main, et Hans réalisa que cette transformation douloureuse et inconfortable, était le seul chemin à suivre. Le train pour le Texas le transporta à travers davantage de la vastitude de l'Amérique. Il vit des villes, des fermes, des montagnes, des rivières, un continent entier non touché par la guerre qui avait consumé l'Europe. Et partout, il vit la vie normale continuer. Des familles, des écoles, des églises, des matchs de baseball. C'était à la fois réconfortant et profondément troublant, parce que cela lui rappelait que pendant que son monde s'était effondré, le reste du monde continuait simplement de tourner. Au Texas, le travail était plus difficile, mais le traitement restait le même.
juste, ferme et fondamentalement décent. Hans travailla dans une ferme à l'extérieur d'Austin, plantant du coton aux côtés d'autres prisonniers et de travailleurs locaux. Le fermier, un homme âgé nommé M. Henderson, les traitait comme des ouvriers engagés, pas comme des ennemis. Il les payait en scrip, partageait son déjeuner et les invita même à un barbecue du 4 juillet. Hans se tenait sous les étoiles du Texas cette nuit-là, mangeant du poulet grillé et buvant du thé sucré, écoutant de la musique country américaine, et ressentit tout le poids de sa transformation. Il avait été un soldat du Troisième Reich, enseigné à haïr et à détruire. Maintenant, il était un prisonnier apprenant à vivre parmi les gens mêmes qu'on lui avait dit être sous-humains, décadents et faibles. Et la vérité était dévastatrice. Il n'était rien de tout cela, c'était juste des gens imparfaits, gentils, forts, ordinaires, qui avaient décidé que même les ennemis méritaient la dignité. La honte que Hans ressentait était écrasante, mais la gratitude l'était aussi. Et quelque part dans la tension entre ces deux émotions, il commença à comprendre ce que le docteur Klein avait voulu dire. La guérison commence par la reconnaissance. La reconstruction commence par l'honnêteté. Et l'espoir, aussi fragile soit-il, commence par le choix d'être meilleur que ce qu'on était. La guerre était finie depuis plus d'1 an, mais Hans Dietrich restait en Amérique. Le rapatriement était lent, compliqué par le chaos d'une Allemagne brisée, et le nombre considérable de prisonniers nécessitant un transport. À présent, Hans avait cessé de compter les jours. Il s'était installé dans une étrange sorte de paix, travaillant à la ferme de M. Henderson, apprenant l'anglais, et lisant tout ce qu'il pouvait avoir en main. Des journaux américains, des romans, de la philosophie, politique. Il n'attendait plus seulement de rentrer chez lui. Il s'y préparait. Un après-midi chaud doux, le capitaine Morrison visita le camp avec des nouvelles. « Les navires de transport sont prêts », annonça-t-il aux prisonniers rassemblés. « Vous partirez pour l'Europe dans le mois. Destination, l'Allemagne. Ce qu'il en reste. » Un murmure parcourut la foule. Certains hommes acclamèrent discrètement. D'autres paraissaient incertains. Hans sentit un nœud se resserrer dans sa poitrine. La maison. Le mot ne signifiait plus ce qu'il avait signifié autrefois. Ce soir-là, Hans s'assit avec quelques autres prisonniers sous l'ombre d'un peuplier. Ils se passèrent un paquet de Lucky Strikes, la fumée s'élevant dans le ciel du Texas. « Que penses-tu que nous trouverons » demanda Klaus. Il avait maintenant 20 ans, plus le garçon terrifié que Hans avait rencontré dans la forêt de Hurtgen. Hans expira lentement. Des ruines, la faim, la honte, mais aussi une chance de reconstruire. Friedrich, qui avait été transféré au Texas des mois plus tôt, hocha la tête. Nous retournons en tant qu'hommes différents. Cela doit signifier quelque chose. Werner, l'ancien membre des jeunesses hitlériennes qui avait été brisé par la vérité des camps, parla tranquillement. J'ai peur de rentrer chez moi. J'ai peur de ce que je verrai, de ce à quoi je devrais faire face. Hans le regarda avec compréhension. Nous avons tous peur, mais la peur est préférable à l'ignorance. Nous connaissons la vérité maintenant. Nous ne pouvons pas la désapprendre. Et peut être que c'est le seul avantage que nous avons. La veille du départ, M. Henderson invita Hans à dîner dans sa ferme. C'était un repas simple, du poulet frit, du pain de maïs, des haricots verts, mais il était servi à une vraie table avec de vraies assiettes, et Mme Henderson traita Hans comme un invité, pas comme un prisonnier. Après le dîner, M. Henderson accompagna Hans sur le porche. Ils s'assirent dans des fauteuils à bascule, regardant les lucioles danser dans les champs qui s'assombrissaient. « Vous êtes un bon travailleur, Hans », dit M. Henderson, allumant sa pipe. « Honnête, respectueux. Si les choses étaient différentes, je vous offrirais un emploi pour rester. » Hans sourit faiblement. « Merci, mais je dois retourner. L'Allemagne aura besoin d'enseignants, des gens qui peuvent aider la prochaine génération à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cela ne doit jamais se reproduire. » M. Henderson hocha lentement la tête. « C'est un lourd fardeau à porter. C'en est un? Mais quelqu'un doit le porter. » Le vieil homme tira sur sa pipe, puis dit tranquillement. « Vous savez, mon fils est mort en Normandie, tué par un mitrailleur allemand sur Omaha Beach.
Le souffle de Hans se coupa. Il se tourna pour regarder le fermier, mais le visage de M. Henderson était calme, triste, mais pas en colère. « Je suis désolé, » murmura Hans. M. Henderson hocha la tête. « J'étais en colère pendant longtemps. Je le suis encore certains jours. Mais ensuite je vois des hommes comme vous. Des enfants effrayés qui se sont retrouvés pris dans quelque chose de mal et ne savaient pas comment l'arrêter. Et je pense, peut-être que la meilleure façon d'honorer mon garçon est de m'assurer que les vôtres grandissent dans un monde où cela ne peut plus arriver. Je ne mérite pas votre gentillesse, mais vous passerez le reste de votre vie à essayer. » En septembre 1946, Hans et des centaines d'autres prisonniers embarquèrent sur un navire Liberty dans le port de New York. Cette fois, le voyage était différent. Ils ne venaient pas en tant qu'ennemis, mais en tant qu'hommes retournant vers un avenir incertain. La traversée prit 2 semaines. Hans se tenait souvent sur le pont, regardant l'Atlantique rouler sous lui, pensant à tout ce qui s'était passé depuis sa capture. Il y a 2 ans, il croyait aux fureurs, au destin de l'Allemagne, aux mensonges qui avaient justifié l'atrocité. Maintenant, il croyait en quelque chose d'autre. La possibilité de rédemption, non pas par l'oubli, mais par le souvenir. Quand le navire accosta finalement à Hambourg, les prisonniers furent traités et libérés. Hans marcha à travers les ruines de la ville portuaire, la reconnaissant à peine. Les bâtiments étaient squelettiques, les rues étaient des décombres, et les gens se déplaçaient comme des fantômes à travers la dévastation. Des enfants mendiaient de la nourriture, de vieilles femmes fouillaient les décombres à la recherche de tout ce qui pouvait être récupéré. Il trouva son chemin vers Münster, voyageant en train à travers un paysage de destruction. Quand il atteignit finalement sa maison d'enfance, il la trouva à moitié effondrée, le toit enfoncé par une bombe. Mais sa mère était vivante, vivant dans la cave avec des voisins. Quand elle le vit, elle pleura. Ils se tinrent l'un l'autre dans les ruines de ce qui avait été leur cuisine. « Je pensais que tu étais mort, » sanglota-t-elle. « Je pensais t'avoir perdu comme j'ai perdu ton père. »« Je suis là, maman, » murmura Hans. « Je suis là, et je suis désolé. Pour tout. » Cette nuit-là, à la faible lumière d'une bougie, Hans raconta à sa mère l'Amérique. À propos de la nourriture, des films, de la gentillesse d'étrangers qui ne lui devaient rien, à propos de la vérité qu'il avait apprise dans les camps et de la décision qu'il avait prise de redevenir enseignant. Sa mère écouta, son visage ridé marqué par la tristesse et la fierté. « Le monde nous a dit des mensonges, dit-elle finalement. Mais tu as appris la vérité, c'est quelque chose. » Dans les mois qui suivirent, Hans commença à reconstruire sa vie. Il obtint un poste dans une école nouvellement rouverte à Münster, enseignant l'histoire à des enfants qui n'avaient connu que la guerre. Il leur enseignait les camps, les atrocités, les conséquences de l'obéissance aveugle. Il leur enseignait que la démocratie est fragile et que la liberté exige de la vigilance. Certains parents se plaignirent. Certains l'appelèrent traître, mais d'autres écoutèrent. D'autres commencèrent à comprendre. Un après-midi, un jeune élève lui demanda « Herr Dietrich, étiez-vous un nazi ?» Hans fit une pause. La classe était silencieuse. « Oui, » dit-il finalement. « Je l'étais. Je croyais les mensonges. Je me suis battu pour une cause qui était maléfique. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. » L'honnêteté était choquante, mais elle était nécessaire. Les années passèrent. L'Allemagne reconstruisit lentement. La démocratie prit racine, fragile au début, mais devenant plus forte. Hans continua d'enseigner. Et en 1965, il reçut une lettre d'Amérique. Elle venait du capitaine Morrison, maintenant professeur dans une université en Ohio. La lettre était chaleureuse, demandant des nouvelles de la vie de Hans, de son travail, de sa famille. À la fin, Morrison écrivit « Vous étiez un prisonnier de guerre, Hans, mais plus important encore, vous étiez un homme qui a choisi de changer. Ce choix compte plus que vous ne le savez. J'espère que vous enseignez à vos élèves à faire le même choix, penser, questionner, choisir l'humanité plutôt que l'idéologie. Si vous le faites, alors la guerre, terrible qu'elle ait été, a accompli quelque chose de bien. »
Hans plia soigneusement la lettre et la plaça dans un tiroir avec d'autres trésors. Un petit drapeau américain que lui avait donné un garde lors de son dernier jour au Texas. Ce soir-là, il se tenait à la fenêtre de son modeste appartement, regardant les rues reconstruites de Münster. La ville s'était relevée de ses cendres, lui aussi. Et ainsi, espérait-il, l'Allemagne. Le passé ne pouvait être effacé, la culpabilité ne pouvait être lavée, mais l'avenir pouvait être construit sur l'honnêteté, sur le souvenir, et sur le travail douloureux et nécessaire de devenir meilleur. Hans Dietrich avait 65 ans, les cheveux gris et légèrement voûtés après des décennies passées debout devant des tableaux noirs. Il avait pris sa retraite de l'enseignement l'année précédente. Mais il restait actif, donnant des conférences sur la guerre, sur la démocratie et sur l'importance de la mémoire historique. Aujourd'hui, il se tenait dans un petit auditorium rempli d'étudiants universitaires, invités à parler de ses expériences en tant que prisonnier de guerre en Amérique. Il commença par la forêt de Hürtgen, avec la faim et la peur et la reddition qui lui avaient sauvé la vie. Il décrivit le choc d'être traité avec dignité, de recevoir de la nourriture et des cigarettes et des couvertures d'hommes qui ne lui devaient rien. Il parla des films qui avaient brisé ses illusions, des questions patientes du docteur Klein, du pardon silencieux de M. Henderson. Et il parla du fardeau qu'il avait porté depuis lors, le poids de savoir qu'il avait été complice de quelque chose de monstrueux, et la responsabilité de s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Quand il termina, la salle était silencieuse. Puis une jeune femme leva la main. « Herr Dietrich, demanda-t-elle, pensez-vous que l'Allemagne a appris sa leçon ?» Hans considéra la question soigneusement. « Je pense que nous l'apprenons encore, chaque jour, chaque génération. La leçon n'est pas une destination, c'est un voyage, et cela commence par la volonté de faire face à la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. » Un autre étudiant demanda « Que voulez-vous que nous nous souvenions le plus de votre histoire ?» Hans regarda les jeunes visages devant lui, des visages non touchés par la guerre, nés dans une Allemagne qui avait choisi la démocratie et la paix. « Souvenez-vous de ceci, dit-il lentement. L'ennemi m'a montré plus d'humanité que mes propres dirigeants ne l'ont jamais fait. Ils m'ont nourri quand je mourais de faim. Ils m'ont traité avec dignité quand je m'attendais à l'exécution. Ils m'ont donné la chance de changer. C'est le pouvoir d'une société construite sur la justice et la compassion. C'est ce que nous devons protéger. Et c'est ce que je veux que vous portiez en avant. » Les applaudissements furent silencieux mais soutenus. Après, plusieurs étudiants s'approchèrent de lui avec des questions, et Hans répondit à chacune avec patience. Alors qu'il quittait l'auditorium, un homme âgé l'arrêta dans le couloir. « Hans Dietrich ?» demanda l'homme. Hans hocha la tête. L'homme tendit la main. « Friedrich Schulz. Nous étions ensemble à Camp Swift. » Les yeux de Hans s'écarquillèrent. Friedrich, son vieux camarade de la guerre. Ils s'embrassèrent, les deux hommes submergés par l'émotion. Ils marchèrent vers un café voisin et parlèrent pendant des heures, partageant des histoires des décennies depuis qu'ils s'étaient vus pour la dernière fois. Friedrich était devenu travailleur social, dédiant sa vie à aider les réfugiés et les personnes déplacées. « Je devais une dette, dit-il simplement, pour ce que j'ai fait pendant la guerre. Je ne pourrais jamais la rembourser, mais je devais essayer. » Hans comprenait. Ils portaient tous cette dette. Avant de se séparer, Friedrich dit « Penses-tu aux Américains, ceux qui nous gardaient, nous nourrissaient, nous traitaient comme des humains ?» Hans hocha la tête. Chaque jour. Penses-tu qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, à quel point cela comptait? Hans sourit faiblement. Je ne pense pas qu'ils y pensaient de cette façon. Pour eux, c'était juste la bonne chose à faire. Mais c'est le point, n'est-ce pas? Ils ont fait la bonne chose. Même quand il aurait été plus facile, plus satisfaisant, de faire la mauvaise chose. C'est la leçon que nous avons apprise dans ces camps, c'est ce que nous devons enseigner. Ils se dirent au revoir, promettant de rester en contact. Ce soir-là, Hans s'assit à sa petite table de cuisine, dans son modeste appartement, entouré du bourdonnement silencieux de la vie ordinaire. Sa femme, Margaret, avait préparé un dîner simple, une soupe de pommes de terre et du pain noir, le genre de repas qui aurait été un festin pendant les années de guerre, mais qui était maintenant simplement la maison. Elle savait ne pas poser trop de questions après ses conférences.
Les souvenirs l'épuisaient d'une manière que le travail physique n'avait jamais fait. Après le dîner, Hans se retira dans son bureau, une pièce exiguë bordée d'étagères pliantes, sous le poids de textes d'histoire, de mémoires et de lettres soigneusement préservées dans des dossiers. Il sortit une boîte en carton usée du tiroir du bas de son bureau, une boîte qu'il avait gardée pendant 40 ans, la déplaçant d'appartement en appartement, d'une phase de vie à une autre. À l'intérieur se trouvaient les artefacts de sa transformation. Il y avait la carte d'identification de prisonnier de guerre, jaunie et froissée, avec sa photographie de 1944, un jeune homme émacié aux yeux effrayés fixant l'appareil photo. À côté se trouvait un drapeau américain soigneusement plié, petit et délavé, que lui avait donné le caporal James Kopinski lors de son dernier jour à Camp Swift. « Ne nous oubliez pas », avait dit Kopinski avec un sourire. « Et ne laissez pas votre peuple oublier ce qui se passe quand on suit des fous. » Hans déplia une lettre, le papier fin comme du tissu à force de lectures répétées. Elle venait de Klaus, le jeune soldat qui avait pleuré au goût du beurre. Klaus l'avait écrite en 1958, peu avant sa mort de la tuberculose contractée pendant la guerre. « Je ne t'ai jamais remercié correctement. » Lisez la lettre, pour m'avoir aidé à comprendre que la reddition n'était pas de la lâcheté, c'était la survie. Tu m'as enseigné cela à Camp Swift. Même quand tu ne réalisais pas que tu enseignais. Tu m'as montré qu'admettre que nous avions tort demandait plus de courage que de mourir pour un mensonge. Je voulais que tu le saches avant de partir. Mes enfants grandiront dans une Allemagne libre, parce que des hommes comme toi ont choisi la vérité plutôt que la fierté. Hans avait pleuré quand il avait lu ces mots pour la première fois. Il pleura à nouveau maintenant, seul dans son bureau. Il y avait une photographie de la ferme de M. Henderson au Texas. Les champs s'étendant infiniment sous un vaste ciel. Hans était retourné visiter une fois, en 1972. Lors d'un programme d'échange d'enseignement. M. Henderson était mort depuis longtemps, mais sa veuve, Martha, vivait toujours dans la ferme. Elle avait accueilli Hans comme un fils qui revenait, lui avait servi du poulet frit et du thé sucré, et lui avait raconté des histoires sur les dernières années de son mari. « Il parlait de vous parfois », avait dit Martha, se balançant doucement sur le porche. « De comment il avait haï les Allemands après la mort de notre garçon en Normandie. Mais ensuite il vous a rencontré et a réalisé que la haine était juste une autre sorte de prison. Il disait qu'enseigner à vous, les garçons, à cultiver, était comme s'apprendre à revivre. Hans lui avait demandé pourquoi ils avaient montré une telle main, gentillesse aux soldats ennemis. Martha l'avait regardé avec ses yeux clairs et honnêtes, et avait dit simplement « parce que quelqu'un devait briser le cycle. Autant que ce soit nous. » Maintenant, assis à Münster des décennies plus tard, Hans comprenait le profond courage que cette philosophie simple exigeait. Il aurait été si facile pour les Américains de brutaliser leurs prisonniers, de justifier la cruauté avec les horreurs que l'Allemagne avait déchaînées sur le monde. Mais ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient choisi le chemin le plus difficile, le chemin de maintenir leur propre humanité, même en faisant face à ceux qui avaient perdu la leur. Hans sortit un autre trésor de la boîte. Un petit journal relié de cuir qu'il avait tenu pendant son emprisonnement. Les entrées étaient rares au début, juste des observations et des questions. Mais au fil des mois, elles devinrent plus longues, plus introspectives, traçant son lent éveil à la réalité. Une entrée datée du 15 janvier 1945 disait « Aujourd'hui, j'ai mangé du steak pendant que mes compatriotes meurent de faim dans les ruines de nos villes. Les Américains nous nourrissent mieux que notre propre armée ne l'a jamais fait. Comment cela peut-il être? Comment l'ennemi peut-il montrer plus de soin pour nous que nos propres dirigeants? Goebbels nous a dit qu'ils étaient des sauvages. Mais je ne vois aucune sauvagerie ici, seulement de l'efficacité mélangée à une compassion inattendue. Je commence à comprendre que tout ce qu'on nous a enseigné était un mensonge calculé, conçu, pour nous rendre prêts à commettre des atrocités. La vérité est tellement plus simple et tellement plus accablante. Nous étions les sauvages. Hans ferma le journal, ses mains tremblant légèrement. Le poids de la mémoire ne s'allégeait jamais, peu importe combien d'années passaient. Sa petite fille, Anna, lui avait demandé une fois pourquoi il gardait ces vieilles choses. Pourquoi il n'oubliait pas et ne passait pas à autre chose.
Parce qu'oublier est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, lui avait-il dit. Au moment où nous oublions, au moment où nous décidons que le passé est trop douloureux à examiner, nous ouvrons la porte pour que cela se reproduise. Il pensa à Werner, l'ancien membre des jeunesses hitlériennes dont la foi avait été si complètement brisée par la vérité des camps. Werner s'était suicidé en 1947. Incapable de concilier ce qu'il avait cru avec ce qu'il avait appris. Hans avait assisté aux funérailles, se tenant sous la pluie à côté de la mère de Werner, qui avait murmuré à travers ses larmes. C'était un bon garçon avant qu'ils ne le prennent. Ils l'ont tordu en quelque chose d'autre. Hans avait hoché la tête, comprenant que Werner était à la fois victime et auteur, à la fois complice et trompé, une contradiction qui définissait toute une génération. L'horloge sur le mur sonna 9 fois, tirant Hans de sa rêverie. Margaret apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tu devrais te reposer, » dit-elle doucement. « Ces conférences te prennent tellement. » Hans hocha la tête, plaçant soigneusement chaque objet dans la boîte. Mais avant de la fermer, il prit un dernier objet. Un briquet Lucky Strike terni, que le caporal Porter lui avait donné à Camp Swift. Il ne fonctionnait plus, mais Hans le gardait quand même. Un petit rappel métallique du moment où un ennemi était devenu un ami simplement en le traitant comme un humain. « Margaret, » dit-il tranquillement, « penses-tu que nous avons fait assez? Ai-je enseigné à assez d'étudiants, donné assez de conférences, raconté l'histoire assez de fois ?» Sa femme traversa la pièce et posa sa main sur son épaule. « Tu as passé 40 ans à enseigner la vérité. Tu ne les as jamais laissés oublier. Que pourrait faire de plus un seul homme ?» Hans regarda la boîte, les fragments d'un passé qui refusait de rester enterré. « Je veux juste m'assurer que cela compte. Je veux savoir que tous ces repas, toutes ces cigarettes, toute cette gentillesse inattendue que les Américains nous ont montrée, je veux savoir que cela a mené à quelque chose de permanent, quelque chose qui ne peut pas être défait. » Margaret serra son épaule. « Cela a mené à toi. Cela a mené à des milliers d'étudiants qui ont appris de toi. Cela a mené à une Allemagne qui a choisi la démocratie plutôt que la dictature. C'est la compte, Hans. Tout c'est la compte. » Il ferma la boîte et la remit à sa place dans le tiroir. Demain, il y aurait une autre conférence, un autre groupe de jeunes qui auraient besoin d'entendre l'histoire. Et Hans la raconterait à nouveau, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant, parce que l'alternative, le silence, l'oubli, l'amnésie commode, était impensable. Les Américains lui avaient donné plus que de la nourriture et un abri. Ils lui avaient donné une seconde chance d'humanité. Et il honorerait ce cadeau jusqu'à son dernier souffle. Alors que Hans marchait chez lui à travers les rues de Münster, passant devant des boutiques et des cafés et des enfants jouant dans les parcs, il pensa à la lettre du capitaine Morrison d'il y a 2 décennies. La guerre avait accompli quelque chose de bien, finalement. Pas à cause des batailles gagnées ou du territoire revendiqué, mais à cause des hommes qui avaient choisi la miséricorde plutôt que la vengeance, qui avaient choisi de voir les ennemis comme des êtres humains capables de changer. Le Troisième Reich avait essayé de conquérir le monde par la haine. L'Amérique avait aidé à le sauver par une gentillesse inattendue. Et Hans Dietrich, autrefois soldat de ce Reich, s'assurait que cette vérité ne soit jamais oubliée. Parce qu'en fin de compte, c'était la plus grande victoire de toutes. Non pas la défaite d'une armée, mais la transformation d'une âme. Un dîner de steak, une cigarette, un acte de décence non mérité à la fois. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.